Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le podcast Happy Diabetes où j'invite des personnes concernées de près ou de loin par le diabète de type 1 pour partager des retours d'expérience, des infos, des ressources et des conseils. Donc c'est toujours Claire, diabétique de type 1 depuis maintenant 21 ans, qui vous parle et pour cet épisode, j'avais envie d'une intro un peu plus spontanée. Alors dans cet épisode, j'échange avec Andrea Limbourg, ou Limbourg, que vous connaissez peut-être puisqu'elle anime les cafés diabète de l'AFD 75, l'Association française des diabétiques de Paris, dont elle a été la présidente pendant une quinzaine d'années et dont elle est aujourd'hui la vice-présidente. Andrea est originaire du Canada anglophone et vit en France depuis pas mal d'années. Quand son diabète de type 1 s'est déclaré, elle souffrait déjà de la maladie cœliaque et elle était à quelques mois d'un départ pour un échange universitaire à l'autre bout du monde, ce qui a pas mal impacté la façon dont elle a réagi à l'annonce du diagnostic. Quelques années plus tard, Andrea est maman de 2 enfants quand elle se retrouve face à un burn-out. C'est assez courant chez les diabétiques de type 1 et pourtant on en parle peu. Alors je vous conseille vraiment d'écouter son précieux témoignage pour comprendre non seulement comment et pourquoi c'est arrivé, mais aussi comment elle y a fait face. Pour finir, on aborde un autre point important, celui du choix de notre diabéto. Car on a le droit de changer de diabéto si le nôtre ne nous correspond pas, mais comment savoir s'il nous convient et comment faire si on sent que ce n'est pas le cas. Comme mon échange avec Andrea a duré plus de 2h30, j'ai décidé de le séparer en 2 parties, et voici donc le programme de la première. Avant de lancer l'épisode, je voulais juste vous prévenir qu'il y a quelques problèmes de son. J'espère qu'ils ne gêneront pas votre écoute et je vous promets de faire au mieux pour les régler pour les prochains épisodes. Sans plus attendre, je vous laisse avec Andrea et moi. Bonne écoute! Andrea, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On va aborder pas mal de sujets ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à partager autour du diabète. Pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous parler du moment de la découverte de ton diabète, ton contexte de vie à ce moment-là, comment toi et tes proches vous avez vécu l'annonce et puis la mise en place de l'après? Oui, bonjour Claire, je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Moi, j'ai un diabète de type 1 depuis 24 ans maintenant. J'avais 21 ans au moment de mon diagnostic. J'étais en 3e année d'études de biologie. Et donc, c'était assez classique sur les symptômes, etc., que j'aurais pu connaître parce que j'ai un oncle qui a un diabète de type 1, mais finalement, je ne les ai pas reconnus tout de suite, la perte de poids, le soif intense, l'envie de boire, ces symptômes qu'on connaît tous. En partie parce que j'avais déjà un problème de santé depuis plusieurs années qui était pas encore diagnostiqué à l'époque, qui était maintenant, je sais que c'est la maladie cœliaque, mais j'étais tout le temps malade. Et là, j'étais remalade encore une fois, sans savoir pourquoi. Et donc, du coup, j'ai même pas consulté tout de suite quand j'ai commencé à montrer ces symptômes. Donc, c'est devenu à un stade assez grave au final et je me suis retrouvée euh, aux urgences, pas tout à fait parce que crise spécifique, mais, euh, mais plutôt qu'à un moment, quelqu'un a mentionné le mot diabète. On était en 1997, il y avait Internet, mais pas beaucoup Internet. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai vu diabète de type 1 jeune, enfant, et diabète de type 2, 40 ans, gros, etc. Je me suis dit, ça ne peut pas être le diabète parce que je ne suis pas dans ces 2 catégories-là. Et finalement, j'avais un ami sur le campus de mon université qui a vérifié ma glycémie, qui avait un diabète de type 1 aussi, et qui a vérifié ma glycémie. Et il a vu un résultat qui ne me parlait pas du tout. Et lui, il a dit, oh non, ça va. Mais c'était donc en millimol à l'époque au Canada, c'était autour de 16, donc ça fait à peu près 3 grammes. Et donc, après coup, j'ai compris comment lui, il gérait son diabète, mais sur le coup, ça me disait rien. Mais voilà, il y avait tous ces petits indices qui disaient que peut-être que c'était quelque chose de plus grave. Et donc, j'ai appelé ma mère qui est venue me chercher à l'université et qui m'a ramenée à la maison. Et j'ai été hospitalisée pendant une semaine avec une acétose assez sévère. Et donc, j'ai passé les 2 premiers jours
jours en réanimation et ensuite 3 jours à apprendre tout ce que j'avais à apprendre pour pouvoir vivre par la suite. Et alors, justement, si on zoome un petit peu sur le quotidien et ton nouveau quotidien à ce moment-là, parce que je pense que ça, c'est des retours d'expérience qui peuvent être vraiment utiles pour des personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu te souviens de ce qui a été le plus difficile au début à comprendre, à mettre en place? Comment justement tu t'es petit à petit organisé en fait dans les premiers temps? Oui, en fait, c'est là où c'est peut-être un peu atypique mon histoire. Moi, la première réaction que j'avais, c'était du soulagement. Euh, Moi, j'étais tellement malade, j'étais tellement mal que les quelques jours juste avant le diagnostic, je me suis dit, si je meurs maintenant, c'est pas très grave parce que de toute façon, je peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, j'étais presque dans l'acceptation de la fin. Et, euh, et donc, du coup, le fait que ce qui me rendait malade avait un nom, avait un traitement, j'ai appris ce jour-là, le jour du diagnostic, que je n'allais pas mourir. Et donc, du coup, finalement, le diagnostic m'a sauvé la vie quelque part. Donc, il y avait ce sentiment de soulagement au départ et le fait que j'étais malade depuis plusieurs années avec cette maladie cœliaque qui n'était pas encore diagnostiquée et on ne savait jamais pourquoi. J'avais l'habitude des médecins qui me disaient « on ne sait pas ce qui vous arrive ». Et là, j'avais des réponses. Et en plus, j'étais, comme je disais tout à l'heure, en 3e année de biologie. J'avais un parcours scientifique et santé assez développé que quand l'infirmière est venue dans ma chambre pour m'expliquer que l'insuline, c'est la clé pour ouvrir la porte de la cellule, pour laisser rentrer le sucre, j'ai dit, cette partie-là, je comprends. Enfin, là, je vois visuellement, j'ai fait les cours, je sais ce que ça veut dire tout ça. Et donc, du coup, pour moi, au départ, c'était vraiment juste une question de la technique, de comment est-ce que je fais mes injections, de comment est-ce que je calcule mes glucides, des choses comme ça. Donc, cette partie-là, forcément, il y a un grand apprentissage, mais j'ai accepté. Aujourd'hui, c'est pas un mot que j'utilise très, très facilement, mais à l'époque, j'avais accepté tout de suite parce que pour moi, c'était une acceptation de ne pas mourir et de pouvoir finalement mieux vivre que ce que je vivais avant. C'est vrai que pour les personnes, en tout cas, qui seraient dans les difficultés du début, une pensée positive, ça pourrait être que au moins on a un nom sur ce que c'est, au moins on a justement des outils qui sont bien sûr difficiles à prendre en main et à adapter à soi et à son quotidien, surtout au début, mais au moins on a ça, quoi. Oui, tout à fait. On peut se sentir un peu submergé par la gravité et par tout l'inconnu qui arrive à ce moment-là. Mais c'est effectivement important de se rappeler qu'il y a toujours des choses positives dans chaque étape, y compris le fait que un diabète non traité, un diabète de type 1 non traité, c'est forcément fatal. Donc, du coup, ça permet quand même d'aller plus loin. L'autre chose dans mon histoire de cette semaine de diagnostic, c'était quand j'étais encore en réanimation. Mon oncle, qui a un diabète de type 1 aussi, est venu me voir. Et quand il est venu, j'ai vu sur son visage et dans les premiers moments de notre conversation, euh, qu'il était, qu'il était désolé que je devais vivre la même chose que lui. Donc, ça, c'était évident dès le départ. Mais aussi, il y avait un espèce de soulagement qu'il a communiqué, je crois, pas tout à fait avec ses mots, mais je l'entendais dans sa voix et dans les premières conversations qu'on a eues, un soulagement qu'il allait plus, il était plus tout seul à vivre ça. Donc, on allait se souder. En plus, il est avocat et j'ai passé mon été, c'était au mois de mars, mon diagnostic, j'ai passé mon été à travailler dans son cabinet d'avocat parce qu'il voulait me protéger, il voulait que je sois un peu sous son aile. Et, et le fait qu'on a eu ces échanges j'étais diagnostiquée depuis 24 heures environ,
Et j'ai décidé à ce moment-là, donc c'est pas forcément lui qui allait être mon âme sœur du diabète, mais j'ai compris que j'avais pas envie de vivre ça seule et que j'avais envie d'aller trouver d'autres personnes. Et donc, tout de suite, dès le début de mon diabète, j'ai cherché à trouver de la communauté, même si c'était un peu moins facile en 97 qu'aujourd'hui. C'est vrai que du coup, il y a aussi deux choses. Une première chose sur laquelle je suis pas revenue, mais je pense que ça aussi, c'est important. Le fait que ça t'a aussi aidé à prendre les choses en main et à mieux les vivre, de réussir à comprendre, à visualiser ce qui se passait. Et toi, en l'occurrence, tu avais ça assez rapidement puisque ça faisait partie de tes études, etc. Mais je pense que ça rejoint aussi le fait que c'est vraiment important de passer du temps et le plus vite possible à essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et on est, je trouve, assez bien aidé, formé déjà dès le début à l'hôpital. Mais je pense que c'est tellement, la plupart du temps en tout cas, inconnu que l'aide que ça apporte de bien comprendre ce qui se passe vaut le fait d'y passer du temps. La deuxième chose aussi, bah, comme tu le dis, le fait de ne pas rester seul, on peut sous-estimer l'importance que ça a. Et moi, la première, au départ, j'avais 11 ans, du coup, j'étais un petit peu plus jeune, donc je ne sais pas si ça a un lien ou pas. Mais en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps avant de ressentir l'envie d'en parler avec quelqu'un d'autre qui était diabétique. Je voyais pas vraiment l'intérêt, voire j'avais plutôt envie de passer le moins de temps possible à en parler, y penser, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends beaucoup plus compte du bien que ça fait, ne serait-ce que de parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit. Ça, c'est vraiment hyper précieux. Et oui, je pense que essayer de ne pas rester seul, de trouver quelqu'un avec qui en parler, qui nous comprend et qui, encore mieux, peut-être peut nous donner des conseils ou un retour d'expérience. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a cette idée parfois que les associations de patients ou même juste le fait de trouver une autre personne qui vit avec, ça peut alourdir les choses. Ça peut être un groupe de parole d'une association, par exemple. Parfois, on a l'impression que ça va être des gens autour de la table qui vont se plaindre de leur vie et de leur maladie, alors que c'est le plus souvent, c'est pas du tout ça. Et le fait de pouvoir être dans une communauté, d'être avec d'autres personnes qui ont ces mêmes expériences, on n'est pas obligé même de parler de la maladie, de parler du diabète, de parler vraiment du quotidien, mais on peut être dans d'autres types de discussions, mais quand il y a quelque chose voilà, j'ai besoin de manger du sucre parce que la glycémie baisse, on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin d'aller plus loin, les autres comprennent sans qu'on a besoin d'aller dans le détail des explications, etc. Donc même quand on est bien entouré par la famille qui nous soutient, par une équipe médicale qui nous donne effectivement les informations qu'il faut avoir pour bien vivre. Je trouve que échanger avec d'autres personnes et voir comment ils vivent, voir les petites astuces de tous les jours qui ne sont pas données justement par les équipes médicales, ça aide à améliorer la vie, ça aide à se sentir compris et puis à pouvoir trouver les petites astuces pour aller mieux. Et je voulais revenir aussi sur juste une chose que tu avais dit. C'est vrai que ce qu'on apprend à l'hôpital, c'est nécessaire, c'est précieux. On pourrait pas sortir sans savoir faire son injection, sans comprendre un peu les mécanismes du diabète. Et ensuite, chacun comprend à sa manière. Moi, j'avais cet avantage d'être vraiment dans mes études et à comprendre scientifiquement ce qui se passait. Et je comprends que tout le monde n'est pas à ce stade-là de compréhension dès le départ. Mais je pense que parfois, je vais être un petit peu critique du système, je pense que parfois les médecins et les équipes de soins sous-estiment ce que chaque personne peut entendre. Et du coup, parfois, ils vont un peu lentement sur les informations qui peuvent être données. Je sais que, par exemple, à Paris, il y a
parfois, il y a des attentes de plusieurs mois pour pouvoir faire un stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Et ça, c'est en 2021. Enfin, avec la pandémie récente, c'est peut-être pire, je ne sais pas, mais même dans les dernières années, parfois, on pouvait attendre très longtemps, même si on est demandeur. Au moment du diagnostic, j'ai déjà entendu des personnes dire « On m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va faire ça plus tard, on va prendre rendez-vous, vous allez faire une semaine d'éducation. » On ne veut pas trop complexifier les choses, alors que la personne était vraiment demandeur. C'est peut-être en partie des différences culturelles et historiques d'éducation dans la maladie, mais moi, je suis sortie de l'hôpital. Ils ont expliqué en 97 les choses plutôt en groupement de glucides que comptage de glucides au gramme près. Mais le fait que 15 grammes de glucides était égal à la prise d'une unité d'insuline, j'ai très vite compris que du coup, si je mange 30 grammes de glucides, c'est deux unités, si je mange 45, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai fait de l'insulinothérapie fonctionnelle dès le départ parce qu'on m'avait donné les outils pour faire. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai dû apprendre plus tard et je n'ai pas dû changer ma façon de faire les choses au bout de plusieurs années de vie déjà avec le diabète. C'est vrai que paradoxalement, ça peut compliquer la vie et compliquer le quotidien de ne pas avoir les notions d'insulinothérapie fonctionnelle dont on a besoin pour les personnes qui ont en tout cas une vie qui fait que c'est plus pratique pour eux avec l'insulinothérapie fonctionnelle, ce qui, je pense, est le cas de la plupart des gens et de plus en plus, que c'est de moins en moins courant qu'on soit amené à manger constamment la même chose, dans les mêmes quantités, etc. Donc, c'est encore une fois une petite difficulté du début, en tout cas quelque chose dans lequel il faut se plonger, qui n'est pas forcément intuitif, évident, qui est nouveau, mais qui apporte tellement de confort par la suite que moi, ça m'a été proposé tout de suite. Et du coup, je pensais que c'était pareil pour tout le monde, ce qui paraît assez logique quand on la pratique au quotidien. C'est même difficile d'imaginer qu'on ait pu ne pas la proposer pendant des années à des personnes, et que pour certains, d'ailleurs, c'est toujours pas le cas. Du coup, est-ce qu'il y a un message aussi derrière ce que tu dis qui est que ça serait pas mal d'encourager la multiplication des services permettent de formuler diabétique à l'insulinothérapie fonctionnelle? Oui, je pense le fait d'avoir des ressources disponibles et multiplier, je pense que c'est une bonne idée parce que tout le monde n'a pas une semaine qu'ils peuvent prendre de leur vie pour aller passer à l'hôpital. Et parfois, les programmes qui sont proposés pour apprendre soit l'insulinothérapie fonctionnelle, soit d'autres concepts avec le diabète, parfois c'est un peu rigide par rapport à nos vies et donc du coup d'avoir différents types de ressources, que ça soit papier, que ça soit podcast, que ça soit vidéo sur YouTube. Et je pense que maintenant on a toutes sortes de possibilités pour donner les outils aux gens pour que chacun puisse les approprier aussi de leur manière, parce que le fait de compter les glucides pour une personne, ça va pas, chaque personne ne le fait pas de la même façon, on va dire. Et même pour la compréhension du diabète, on prend tous les choses qui ont le plus de sens pour nous et on les approprie et on les met en œuvre différemment dans nos vies. Et je pense que c'est important que ça soit possible, ça. Et parfois, effectivement, les programmes hospitaliers sont parfois un peu rigides et du coup ne s'adaptent pas toujours. Je dis pas qu'ils sont pas bien. Je pense que c'est indispensable et que il faut au moins faire une partie de passage par l'éducation thérapeutique à l'hôpital à un moment dans sa vie avec le diabète. Mais parfois, on a envie d'aller plus loin. Parfois, on a envie de chercher des informations qui vont nous aider plus à adapter personnellement, plus en personnalisant peut-être, les choses à sa vie réelle, qui n'est pas toujours possible dans un groupe et dans un programme qui est un peu à ses objectifs et qui ne sont pas forcément les objectifs de chacun.
C'est vrai que c'est difficile, j'imagine, de changer quelque chose qui est bien ficelé et qui est aussi fait pour convenir à un maximum de gens. S'il est changé, est-ce qu'il prendra le risque de moins bien former peut-être certaines personnes? Donc voilà, j'imagine que c'est des questions qui se posent. Mais au plus il y a aussi de ressources disponibles sur Internet, au plus les gens vont aller les chercher, les trouver. Et quitte à ce que les gens aient consulté des ressources sur Internet, pourquoi ne pas en créer plus aussi qui viennent du corps médical, des services en thérapie fonctionnelle et qui pourraient être aussi des outils en parallèle de ces semaines, de ces stages, etc. Oui, et je pense que pour travailler dans un hôpital, je sais que les moyens sont toujours pas disponibles, sont pas toujours disponibles pour pouvoir créer encore plus que ce qu'ils font. Et donc du coup, je pense qu'il y a d'autres groupes, d'autres façons de créer des outils. Ce qui est très important à mon avis, parfois on entend par le corps médical, par les équipes de soins, que ça peut être dangereux d'aller sur Internet pour trouver des informations parce qu'on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Et c'est vrai, on trouve tout et n'importe quoi sur le diabète, parfois un peu trop de n'importe quoi, mais il y a aussi des très, très bonnes ressources. Et donc, du coup, le job de l'équipe de soins, ça serait de les repérer, ces bonnes ressources, et justement d'aiguiller les patients qui sont peut-être un peu plus en difficulté pour faire le tri eux-mêmes dans ce qui est valable et ce qui est un peu n'importe quoi, pour les aiguiller, pour vraiment trouver les bonnes ressources, pour trouver la communauté et les ressources qui sont plus sur le traitement et la personnalisation de son diabète à sa vie, quoi. Est-ce que toi, tu penses ou tu observes que c'est de plus en plus le cas, il y a de plus en plus ce pont qui se fait, ou alors est-ce que tu penses qu'on n'est pas encore au début justement de ce pont et de ce monde un peu 2.0? C'est une bonne question. J'ai dit au départ que j'étais diagnostiquée au Canada il y a 24 ans. Je vis en France depuis 19 ans maintenant. Et donc, du coup, avec cette double culture et double langage, c'est vrai que moi, je cherche beaucoup de mes informations sur le diabète en anglais. C'est ma langue maternelle et c'est le langue de diagnostic. Enfin, j'ai commencé mon chemin de diabète en anglais. Et il y a beaucoup plus d'informations en anglais, beaucoup plus d'outils vis-à-vis de l'éducation, etc., qui sont disponibles en anglais qu'en français. Donc, ça commence à beaucoup changer en France depuis plusieurs années maintenant, en partie avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et donc, du coup, le partage est beaucoup plus facile. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est disponible. Donc, si on parle un peu anglais, on peut aller un peu plus loin dans ce qu'on veut faire avec son diabète, parce qu'il y a juste plus de ressources disponibles. Justement, comme tu l'as évoqué, tu viens du Canada, tu as aussi pas mal voyagé et je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est un sujet qui cause pas mal d'appréhension, de questionnement chez beaucoup de personnes et je pense que tu as des expériences intéressantes à nous raconter à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu t'organises, comment tu appréhendes les voyages, de tes différentes expériences positives, peut-être négatives? Oui, bien sûr. Je vais commencer par revenir vraiment au moment de mon diagnostic, qui était, je disais tout à l'heure, qui était un moment finalement relativement positif malgré les circonstances. Et une des choses qui était vraiment positive là-dedans, c'était l'attitude de ma première diabétologue, qui m'avait tout de suite dit, déjà dans la gestion de mon diabète et le suivi de mon diabète, elle m'avait vraiment dit que il y avait une équipe à l'hôpital qui était là pour me soutenir et pour me donner des conseils et pour répondre à mes questions. Donc, médecins, infirmières, diététiciennes, etc. Mais que c'était moi la chef de cette équipe. Et donc, elle m'avait mis tout de suite au centre du truc, enfin, plus qu'au centre, à la tête du truc. Et donc, du coup, j'ai compris dès le départ, c'était moi qui gérais. Si j'avais des questions, j'avais des endroits où je pouvais chercher les différentes ressources, mais que c'était moi la chef. Et donc,
donc pendant cette semaine où mes parents étaient assez présents, j'étais jeune adulte, mais donc forcément mes parents étaient assez présents encore à mes chevets et posaient beaucoup de questions parce que ils voulaient s'investir aussi. Et à un moment, ma mère a dit à la diabétologue, Andrea a un voyage programmé pendant 5 mois pour partir en Irlande pendant 1 an. Et moi, au départ, ma réaction, c'était, mais maman, tais-toi. Je vais en Irlande, n'ouvre pas la porte pour qu'on puisse la fermer. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de question que je ne partirais pas sur ce voyage on va dire, équivalent à Erasmus. Et donc, mais heureusement, ma diabétologue était très ouverte. Elle a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il faut un peu d'organisation, mais il n'y a pas du tout de souci de partir. En plus, je partais pas au fin fond d'un petit trou dans le monde. Je partais dans l'Irlande du Nord, donc ça fait partie du Royaume-Uni. Il y avait un bon système de santé, etc. Donc, c'était particulier. Je prenais pas particulièrement de risques, on va dire. Et donc voilà, 5 mois après mon diagnostic, je suis partie avec mes stylos et mes flacons dans ma valise et comme j'étais étudiante en Irlande au Royaume-Uni, j'avais accès à la fameuse NHS de la Grande-Bretagne. Et donc, j'avais amené avec moi le nécessaire pour faire les quelques premiers mois. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé le médecin traitant du campus, en gros, et puis un diabétologue sur place, j'avais mes prescriptions. Et c'était comme si j'étais une résidente locale. J'allais à la pharmacie avec ma prescription, j'avais mon insuline. C'était très facile. Et ils avaient... Je crois, il me semble, c'était il y a 23 ans maintenant, mais ils avaient les mêmes insulines que j'utilisais, donc j'avais pas de problème j'avais pas besoin de changer quoi que ce soit dans mon traitement pour le faire. Donc je me retrouvais, par contre, 5 mois après mon diagnostic, à 5000 kilomètres de chez moi, de mon équipe médicale que je commençais à connaître, mais que je connaissais pas assez très très bien encore, avec une maladie que je commençais à maîtriser, mais ça faisait que 5 mois. Et donc j'ai appris dans l'indépendance de la distance aussi à bien maîtriser les choses comme moi j'avais besoin de faire. Donc pour moi ça allait bien aussi avec ma personnalité où j'ai ce truc, je le prends en main et je fais ce que je dois faire pour bien vivre avec, quoi. Tu as été suivie là-bas par un diabéto en consultation? Oui, j'avais un diabéto que j'ai dû voir 3 fois dans l'année, je crois, quand j'étais là. C'était un tout petit hôpital perdu sur le côte nord de l'Irlande, donc c'était pas un grand centre hospitalier hospitalier universitaire comme j'avais l'habitude à Toronto à la base. J'ai vite compris que j'avais besoin du diabéto pour mes prescriptions et pour suivre un petit peu pour faire le HbA1c, etc. Mais que j'allais pas avoir beaucoup de conseils pendant que j'étais là. Mais finalement, j'en avais pas trop besoin non plus. Donc, j'ai pas testé ce besoin très loin. Il y avait quelques moments un peu drôles quand j'arrive pour la consultation et je vois l'infirmière dans un premier temps et elle fait la prise de sang et elle me mesure et elle me pèse, etc. Et elle me dit mon poids en stone, qui est donc un stone, c'est 14 livres. Et donc, et ensuite, il fallait qu'on passe par trois différentes mesures pour que je comprenne ce qu'elle voulait dire par mon poids. J'étais à 9 stone 3 ou un truc comme ça et je la regarde, mais avec les grands yeux. Mais on parle anglais toutes les deux, mais je comprends pas. Mais donc il y avait voilà quelques moments un peu drôles comme ça, mais finalement donc j'avais un suivi et que j'ai utilisé juste vraiment au sens très minimum de suivre les courbes et avoir mon insuline, avoir mes prescriptions.
Et alors, c'est intéressant aussi parce que on peut se trouver dans une situation où on voit quelqu'un avec qui ça se passe pas mal, mais finalement, on peut changer de diabéto par hasard ou par circonstance et finalement se dire, ah oui, là, c'est super. Et en fait, avant, je me rendais pas compte, mais en fait, c'était pas la personne qui me convenait. Et du coup, par exemple, toi, avec ce diabéto-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu instaurais pas la même relation et tu n'avais pas les mêmes attentes qu'avec ton diabéto? Ben là, c'était par rapport à ma diabéto de Toronto que j'avais tout de suite, je l'ai adoré. Honnêtement, j'ai peu de mémoire de ce diabéto en Irlande, donc je pourrais même pas dire aujourd'hui. C'était oui, en 97, 98. Et je me rappelle pas de, je sais que c'était un homme, mais je me rappelle pas de lui plus que ça. Donc, je pense qu'il m'avait pas vraiment marqué plus que ça. Mais j'entends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, je pense que cette relation avec les soignants, c'est très important. Et parfois, on oublie que si ça se passe pas très bien, on a le droit de changer, on a le droit de chercher un peu ailleurs. Mais ça implique aussi d'aller dans un premier rendez-vous pour un peu tester quelqu'un d'autre et peut-être ça va passer, peut-être ça va pas passer. Et donc, du coup, il faut peut-être encore recommencer. Moi, j'ai changé, j'ai pas changé souvent de diabéto, mais donc une fois que j'ai déménagé en France, j'ai trouvé mon diabéto via Medtronic. C'est une histoire un peu probable, mais j'arrive en France avec ma pompe à insuline qui était une Medtronic à l'époque et je ne savais pas comment marchait trop le système de santé. Je n'avais pas encore accès à la sécurité sociale. Donc, je cherchais des ressources. J'appelle Medtronic pour dire bonjour, je porte une pompe Medtronic. Comment est-ce que je trouve un diabéto? Et je pense que c'était au tout début, c'était en 2002. Les pompes étaient remboursées en France depuis 2 ans. Et le diabéto que le labo, que le fabricant de pompes à insuline m'a conseillé, je pense que c'est quelqu'un qui avait un peu œuvré pour le remboursement des pompes en France. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils le connaissaient. Mais il était dans un hôpital qui était tout près de chez moi à Paris. Et donc, ça me convenait bien au départ. C'était une expérience différente que mon expérience canadienne. Malgré le fait que j'avais un diabète qui n'était pas trop difficile, que je gérais bien les choses, je sortais souvent de chez lui avec un sentiment euh, de tristesse presque, j'aurais pu me faire ou mieux faire, ou il me prenait pas en compte moi. Il regardait mes courbes, mes chiffres, mes quantités d'insuline, mais que j'étais pas forcément prise en compte moi dans toute cette affaire. Avec quelques exceptions, mais voilà, c'est pas une relation super, mais j'avais pas envie de trop bouleverser les choses, donc j'ai pas forcément cherché à changer. Et le moment où j'ai changé de diabéto, c'était après mes grossesses. Pendant les grossesses, je voulais encore être suivie à l'hôpital parce que les services de diabéto et le service de gynéco, d'obstétrique, ils étaient en contact. Et donc, du coup, c'était important d'avoir les deux services qui se parlaient. Et après, j'avais d'autres priorités dans la vie. Une fois, j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 11 ans et 13 ans, mais quand elles étaient toutes petites, et je n'avais pas envie de passer une demi-journée à l'hôpital pour un rendez-vous. Je prenais le premier rendez-vous à 8 heures du matin, j'arrive et il y a des rendez-vous à 7h55 et 7h50, alors qu'il passe 20 minutes avec chaque patient et il arrive, lui, à 8h10. Donc déjà, en prenant le premier rendez-vous du matin, je commençais avec 1 heure de retard. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et en plus, je voulais continuer mes rendez-vous tous les 3 mois et à un moment, l'hôpital a refusé. C'est non, il n'y a pas la place, c'est dans 6 mois. Et la prise en compte, encore une fois, des chiffres plus que de la personne. Et les infirmières qui prenaient les rendez-vous me disaient, mais Andrea, tes glycémies sont bonnes, tu n'as pas besoin de venir tous les 3 mois. Je dis, mais mes glycémies sont bonnes parce que je viens tous les 3 mois. Enfin, ça m'engage à quelque chose aussi.
Et donc, finalement, avec plusieurs couches comme ça, j'ai dit, bon, je pense que je veux quitter l'hôpital et je veux être suivie en ville pour cette période de ma vie. C'était ce qui était le plus important pour moi. Et donc, j'ai changé. J'ai demandé à mon diabéto une référence vers une diabéto de ville. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait. Enfin, il a compris que je ne quittais pas parce que j'étais fâchée, mais que j'avais besoin d'un changement. Et avec la nouvelle diabéto, pareil, je ne voulais pas passer un tas de temps à chercher la personne parfaite pour moi. Et j'ai trouvé que ça a pris assez longtemps. Je ne pouvais pas dire dans l'espace d'un ou deux rendez-vous que elle était bien ou pas bien et qu'elle répondait à mes attentes, etc. Et, euh, et donc, du coup, je suis restée avec elle parce que ma priorité était d'être dans mon quartier, de pouvoir aller chez le diabéto à pied. Et donc, petit à petit, au cours des années, on a appris à se connaître et à se faire confiance. Et à un moment, je me disais que c'était peut-être pas la meilleure personne pour moi. Moi, je suis très branchée technologie et elle ne l'est pas du tout. Et moi, j'avais envie de pousser. Je voulais, quand je lui ai parlé la première fois de la possibilité d'utiliser un Dexcom, elle m'a dit bah, c'est trop cher. Mais ce n'était pas remboursé, donc c'était mon argent. Je ne comprenais pas pourquoi elle parlait de l'argent alors que c'était mon choix si je payais ou pas. Mais elle était juste pas intéressée en fait par ce genre de conversation. Donc à un moment, je me suis dit bon, je vais peut-être chercher autre chose ou quelqu'un qui veut plus m'accompagner sur les choses qui sont importantes pour moi. Et je ne l'ai pas fait tout de suite pour un tas de raisons. Et je n'ai pas regretté en fait d'avoir resté avec elle parce que petit à petit, que moi je lui ai montré ce que moi je savais et ce que je savais faire et comment j'utilisais la technologie que moi je poussais à chaque fois pour avoir. J'ai vu qu'elle me faisait confiance et elle, même si elle ne peut pas me soutenir tout à fait parce elle a peu de patients qui utilisent ces technologies-là, donc elle les connaît peu, mais elle était prête à me faire confiance et à travailler avec moi et à me soutenir sur ce que je voulais. Donc, ça a pris un peu de temps, un peu de ténacité pour rester jusque-là, mais maintenant, je n'ai pas envie de la quitter parce qu'on a trouvé ce terrain d'entente et on l'a travaillé au fil des années ensemble pour trouver comment travailler ensemble, même si à la base, elle n'était pas forcément la diabéto parfaite pour moi. Il y a un point qui est hyper important. Comment on se sent en sortant, comment on se sent à l'idée d'y aller. Déjà, si c'est un peu une angoisse, si on a l'impression qu'on va prendre une mauvaise note, un carton rouge, je pense qu'il faut quand même se sentir à l'aise pour qu'il y ait un petit espace de dialogue dans lequel on peut dire qu'on ressent, si c'est pertinent, si c'est important, dans lequel on peut poser des questions. C'est aussi important de sentir que les réponses qu'on reçoit, on les comprend, que ça nous aide à avancer et à après mûrir des réflexions ou poursuivre des recherches de notre côté, mais se dire qu'on va échanger autour de mon diabète et non pas j'arrive et on va juger et me mettre une note. Je pense que ça, c'est hyper important. Oui, je suis d'accord. Et je pense que pour moi, en tout cas, et peut-être il y a des personnes qui atteignent des maturités plus rapidement que moi je l'ai fait, mais pour moi, cette notion de jugement autour des chiffres, ça m'a pris un moment pour trouver le bon équilibre, déjà pour moi, même en dehors du cabinet médical. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé à un moment. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on va chez le médecin pour être jugé. Et dans le diabète, il y a tellement de chiffres, il y a tellement de data, de plus en plus, enfin, maintenant, et même plus qu'au départ, quand je faisais mes 4 vérifications capillaires par jour. Ça n'a plus rien à voir avec je ne sais plus combien c'est, avec des résultats tous les 5 minutes, c'est 288 ou un truc comme ça par jour. En plus des données de quantité d'insuline qui vient de la pompe et des choses comme ça, on a tellement d'informations et de data à regarder que parfois on oublie de regarder la vie et la personne derrière. Et je ne sais pas pourquoi c'est devenu tellement
oui, je cherche le mot, pardon. C'est devenu comme un bulletin scolaire d'aller vérifier son HbA1c ou son temps dans la cible, comme on parle un peu plus maintenant. Alors que justement, ça devrait être un temps d'échange et de voir, voilà, cette information, ce chiffre qui est une information, ça nous donne la possibilité de prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre, ou de ne pas prendre de décision parce qu'il y a rien à changer. Mais moi, j'ai beaucoup fait un travail sur moi-même, sur cette notion-là, que ce n'est qu'un chiffre, que ce soit la glycémie à un temps T ou l'HbA1c au bout de 3 mois ou 6 mois, que ce n'est qu'un chiffre qui me donne une information sur laquelle je peux agir ou pas agir selon la situation. Et de ne pas dire que c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre ou que je suis bien ou pas bien. Enfin, c'est pas un jugement sur moi ni sur ce que j'ai fait ou pas fait, mais ça donne, si je ne regarde pas le chiffre, je peux pas prendre la décision derrière, je peux pas décider d'augmenter, de baisser les doses, de prendre du sucre, toutes les décisions qu'on prend tous les jours. Sans ces datas-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont encore on regarde les chiffres et c'est ça qui compte. J'avais une fois une petite anecdote horrible de diabéto et je pense que j'ai eu des très bons diabétos et des très bonnes expériences au fil des années, mais une fois, c'était la remplaçante de ma diabéto qui était en congé maternité. Je la connaissais pas, elle me connaissait pas, et j'avais imprimé mes graphiques d'Excom avec les camemberts et les courbes, etc. Et j'avais juste pris les 2 semaines avant la consultation, mais c'était les 2 semaines où j'étais assez fière, j'avais bien travaillé et ça se montrait dans les courbes. Et j'ai oublié le papier à la maison. Et donc, je suis allée la voir et elle me pose quelques questions d'introduction et ensuite, elle me demande mes chiffres. Je ne sais plus exactement comment elle a demandé, mais est-ce que j'ai amené mon carnet ou quelque chose comme ça? Et j'ai dit, j'avais tout préparé, mais désolée, je l'ai laissé à la maison. Et là, elle a le visage qui tombe, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, mais comment voulez-vous que je vous aide si vous ne m'amenez pas les chiffres? Et là, je savais même pas comment réagir. On venait de voir que mon HbA1c était tout à fait correct dans la cible que moi je m'étais fixée, que je ne faisais pas trop d'hypoglycémie. Ces conversations-là, on les avait déjà eues. Et ma première réaction, c'était que j'ai pas besoin de votre aide, j'ai juste besoin de mon ordonnance et je vais m'en aller, merci beaucoup. Et c'était vraiment choquant comme réaction, alors que on ne se connaissait pas. C'était justement pas une relation qu'on avait déjà construite avec un peu de confiance, etc. Bon, j'avais fait l'erreur, effectivement, d'oublier mes papiers à la maison. Et si j'avais pu les envoyer par mail, peut-être ça aurait été plus simple. Mais la technologie n'était pas encore possible, en tout cas pour ce cabinet-là, d'utiliser. Donc, je pense qu'on est nombreux à avoir des situations comme ça où le focus, c'est sur le chiffre, même si c'est pas entre guillemets, des chiffres sur lesquels on n'est pas fier ou sur lesquels on a besoin d'aide. Le focus est tellement là-dessus qu'on pourrait le regarder autrement et se dire, voilà, on voit que c'est difficile en ce moment, il y a peut-être des choses qu'on peut vous aider et c'est peut-être pas pour apprendre à mieux compter les glucides, apprendre à mieux doser l'insuline, c'est peut-être un suivi psychologique ou c'est peut-être une aide à prise de conscience de quelque chose d'autre dans la vie qui a besoin de changer pour faire qu'on soit capable à ce moment-là de changer un peu la façon de gérer le diabète. Parfois, il y a des choses qui peuvent bloquer dans la vie sur ça, même si on a les connaissances, les compétences pour faire. Ça me fait penser à un moment aussi, il y a quelques années, où j'avais des courbes qui étaient très, très abruptes. Et du coup, une HbA1c qui n'était pas bonne. En l'occurrence, c'était déjà une diabéto que je connaissais.
Elle a bien compris qu'en fait, derrière ces montagnes russes et du coup, cette hémoglobine glycée qui était pas bonne, il y avait moi qui étais trop souvent perfectionniste. Et du coup, parfois, au lieu de laisser un petit peu respirer les courbes, du coup, je finissais par faire trop de corrections. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois, du coup, c'était beaucoup d'hypo, puis après, ça repartait, etc. Et elle m'a juste dit, lâchez un petit peu de lest. Voilà, parfois, laissez vos glycémies monter un petit peu. Et on verra, ça ira peut-être mieux. Et en effet, ça m'a fait un vrai déclic. Ça m'a enlevé toute une grosse partie de cette culpabilité de les chiffres, les notes, etc. Comme je dis, parfois, ça peut être une phrase, une façon de comprendre ce qui fait que la personne ne prend pas les bonnes décisions dans le quotidien sans que ça soit une histoire de mauvaise volonté. Et ça, c'est un signe qu'on est face à un diabéto qui nous correspond bien. Oui, c'est sûr. Et je peux peut-être aller un peu plus dans le détail de comment moi je suis arrivée à, à réfléchir à ces chiffres un peu autrement aussi. Après, j'avais parlé de mes 2 grossesses qui étaient relativement rapprochées et donc du coup j'avais un suivi nickel, des glycémies plus que souhaitables et mes grossesses se sont très très bien passées. Mais par la suite, c'est là où j'ai rencontré des difficultés, un peu de relâchement. Et c'est venu, enfin, il y avait plusieurs choses qui sont venues en même temps. Donc, j'étais jeune maman, j'ai repris le travail, donc je travaillais à temps plein. À l'époque, j'étais présidente de l'AFD 75, qui est aujourd'hui l'AFD Île-de-France. Euh, et donc, j'avais le travail à temps plein. J'avais l'impression parfois d'être présidente de l'association à temps plein. J'étais maman à temps plein. Et en plus, il y avait ce diabète à temps plein. Comme on le sait tous, enfin, à plus que temps plein parfois. Et il fallait que quelque chose lâche. Et à choisir là-dedans, le truc qui me plaisait le plus, c'était le diabète, forcément. Et c'est pas arrivé du lendemain, mais petit à petit, je ne voulais pas voir ces chiffres. Je vérifiais ma glycémie au réveil, avant les repas, un peu comme la routine. Et les chiffres, ça me plaisait pas trop, les chiffres qui me regardaient en face. Et petit à petit, ne voulant pas voir ces chiffres-là, j'ai arrêté de vérifier ma glycémie, tout simplement. Il y avait des moments où, par habitude, je le faisais le matin au réveil, et puis je me couche et je me dis, ah, mais je pense que j'ai pas vérifié toute la journée. Donc, je portais une pompe à insuline, je prenais des bolus parfois, complètement à la louche. Donc, je regardais l'assiette, on va faire 5 unités, ça va bien faire. Ou 1 heure ou 2 après le repas, ah mince, je pense que j'ai la bouche un peu pâteuse, je pense que j'ai pas fait mon insuline à ce midi, je vais le faire maintenant. Et la vie continue. J'avais d'autres priorités, d'autres choses à faire. Et voilà, petit à petit, boule de neige, j'ai complètement lâché, alors que j'avais un diabète depuis du coup une quinzaine d'années, et que au départ, moi j'étais plus comme ce que tu avais décrit, un peu perfectionniste. Je cherchais, on m'avait expliqué comment ça marche, je voulais suivre les règles, j'avais accepté entre guillemets dès le départ de faire ça, et j'avais envie de rester en bonne santé, donc j'appliquais pas mal. Et pendant les grossesses, pareil, j'avais des glycémies plus que correctes, et donc j'avais les compétences. J'avais les connaissances sur la maladie, je savais manipuler les doses d'insuline selon les besoins que j'avais, mais j'étais plus en capacité de faire à ce moment-là. Et donc, à chaque fois que je voyais la diabéto, je pense que j'étais toujours tous les 3 mois à ce moment-là, et qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle se sentait un peu désemparée aussi. Elle ne pouvait pas me donner des conseils parce que je savais tout ce qu'elle allait me dire. Je sais comment vérifier ma glycémie, je sais comment prendre mon insuline. Je le faisais pas comme je devais peut-être, mais elle pouvait pas m'apprendre des choses. Elle a peut-être manqué l'opportunité de suggérer un suivi psychologique parce que j'étais juste sous l'eau, juste en burn-out total par rapport à tout ce qui se passait dans la vie. Et du coup, c'est moi la diabéto, et il y avait, comme je suis suivie en ville, j'ai pas vraiment une équipe autour, c'est moi et la diabéto, c'est l'équipe médicale.
Et donc, du coup, c'était en parlant plus, en m'engageant plus avec la communauté, en parlant avec d'autres personnes. Et encore une fois, c'était pas pour que les autres me disent, bah, il faut prendre ta glycémie, il faut prendre ton insuline. C'était pas pour avoir ce genre d'avis ou de conseils. C'était juste pour être en communauté et d'entendre les histoires des autres, de voir les succès, de voir les difficultés que les autres ont, de me rendre compte que j'étais pas seule dans les difficultés que j'avais. Et c'est là où je me suis dit, bon, si je veux commencer à prendre des pas pour sortir de tout ça, ça a duré 1 an et demi environ au total. Et à chaque fois que je voyais la diabéto avec l'HbA1c qui montait par demi-pourcentage à chaque fois, en gros, et elle me disait à chaque fois, bah, là, ça monte encore, bah, il va falloir faire mieux. Oui, merci. Ça m'aide pas beaucoup, mais j'ai compris qu'il va falloir faire mieux. Et donc, du coup, en m'engageant un peu plus avec la communauté, à être un peu plus proche pour partager mon histoire et pour entendre les histoires des autres, je me suis dit que j'avais besoin de changer. Enfin, il y avait aussi le moment où l'HbA1c a passé un certain seuil, on va dire. Je me suis dit non, il faut arrêter de déconner, il faut quand même que je reprenne un peu les choses en main. Et c'était en me disant justement que ce chiffre que je vois, ce n'est qu'une information. C'est pas un jugement sur ce que j'ai fait ou pas fait. Ça me donne cette information pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir agir ou pas, selon la situation. Et donc, du coup, entre mes rendez-vous de juin et septembre, une année, j'ai descendu de 2% d'HbA1c parce que j'avais juste travaillé sur ce point-là. C'est important de vérifier, d'avoir les chiffres, d'avoir les datas pour pouvoir prendre des décisions en conséquence de ça. Et donc, ça a commencé petit à petit. Tous les jours, avant le repas du midi, je vais faire. Et puis, une fois que j'avais ce premier pas, le reste a suivi assez facilement. Mais c'était cette prise de conscience de moi-même c'était pas le jugement médical, c'était vraiment le jugement personnel la pression que je me mettais pour être parfait dans tout ce que je faisais, et c'était pas possible. Et donc, du coup, la perfection a lâché au niveau du suivi diabète. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, mais je cherche pas à l'être non plus. Mais je me mets les outils et je me donne les moyens de pouvoir faire le mieux que possible à chaque moment, à chaque situation. Il y a des moments où c'est plus difficile et des moments où c'est plus facile, mais je suis beaucoup plus généreuse avec moi-même sur sur ce jugement. Mais je ne porte plus de jugement sur moi-même. Quand j'ai eu l'Omnipod pour la première fois, sur l'écran de l'ancien Omnipod, où on mettait son prénom, au cas où il y avait plusieurs Omnipods dans la même famille, je crois. Et j'avais mis mon prénom parce que mon prestataire m'a dit de faire ça, donc très bien, je fais ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je connais mon prénom, il faut que je change ce message que je vois à chaque fois que j'allume le PDM. Et donc, je l'ai changé à une petite phrase qui disait « ce n'est qu'un chiffre ». Parce qu'en général, je l'allumais quand j'allais vérifier ma glycémie ou prendre de l'insuline. Donc, c'était toujours par rapport aux chiffres. Et donc, j'avais ce message-là qui apparaissait à chaque fois. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas plus que ça. Ça donne une information, ce n'est pas un jugement, etc. Et ça m'a aidé aussi à garder ça en tête en permanence. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous dire que le podcast que vous êtes en train d'écouter est maintenant sur Tipeee, une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu préférés au moyen de dons ponctuels ou réguliers d'€1 minimum. Mais un don sur Tipeee, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Car quand on diffuse un podcast, on a en fait assez peu de moyens de savoir qui vous êtes, vous, les auditeurs, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et lorsque vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez y joindre un commentaire. Alors, si l'écoute de ces échanges avec les invités vous plaît, vous inspire ou vous aide, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, des invités que vous voudriez entendre,
ou si vous voulez simplement m'encourager à continuer et voir toujours plus de nouveaux épisodes arriver, alors c'est une bonne façon de me le faire savoir. Vous pouvez dès maintenant taper Tipeee dans votre moteur de recherche, T-I-P, puis 3 fois la lettre E. Ensuite, rendez-vous sur la page Happy Diabetes et laissez-vous guider. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre contribution et je vous laisse reprendre l'épisode là où vous l'avez laissé. Et du coup, malgré le fait que tu étais quand même régulièrement en contact avec d'autres diabétiques, puisque tu étais déjà dans l'AFD à ce moment-là, si je ne me trompe pas, hein, oui. Du coup, ça te dit quand même peut-être quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est que on n'en parle pas forcément régulièrement du burn-out en tant que diabétique, mais c'est assez courant qu'il y ait une charge mentale qui peut être hyper importante et de se dire que si quelqu'un a besoin ou envie d'en parler, déjà, il trouvera certainement plein d'échos auprès d'autres diabétiques, voire d'aller consulter un psychologue parce qu'il y a un moment où c'est beaucoup et c'est trop. Il n'y a pas de problème à le faire et normalement, on va que mieux après d'ailleurs. Oui, et je pense que c'est un très bon point. Et c'est peut-être en partie, je reviens sur cette question un peu culturelle et de langue, mais aussi, parce que du coup, la communauté que j'ai cherchée à l'époque, où j'étais le plus impliquée à l'époque sur cette période où je sortais de mon burn-out, c'était la communauté sur Twitter en anglais. Donc, peut-être j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose qui était vraiment, où j'avais pas besoin de réfléchir à la langue, à mes tournures de phrases, à mon petit accent, etc. Mais aussi dans l'association, oui, effectivement, je côtoyais des personnes qui vivaient avec des diabètes, diabète de type 1, diabète de type 2, presque quotidiennement au sein de l'association. Mais il y avait une partie de travail administratif qui était donc du coup juste un rajout de charge mentale dans la journée finalement, sur répondre aux mails, organiser des événements, des choses comme ça, ce qui est très bien. Enfin, je pense que moi, j'encourage tout le monde à s'investir quelque part dans une association, que ce soit au niveau de la Fédération française des diabétiques ou autre, parce que ça apporte vraiment quelque chose de pouvoir. Je le ferais pas si ça m'apportait rien. Mais moi, ça me rapporte de pouvoir mettre des choses en place pour les autres, de créer des espaces de communauté, des choses comme ça. Peut-être aussi, et c'est pas forcément une réflexion que j'ai déjà eue, mais je ne faisais pas encore les cafés diabète qu'on fait maintenant depuis 6, 7, 8 ans maintenant à l'AFD Île-de-France. Mais peut-être j'étais un peu dans une posture je suis présidente de l'association et donc je dois me comporter d'une certaine façon et je dois montrer que le bon côté des choses. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut être le plus vrai que possible. Et peut-être je ne l'étais pas. Peut-être je montrais et je restais sur ces idées de perfectionnisme. Et donc, si je vais aider les autres, il faut que moi aussi, je sois parfaite. Et bien évidemment, je ne suis pas parfaite. Mais c'était pas forcément facile de l'admettre sur des événements autour de du diabète que moi j'organisais ou qu'on mettait en place au sein de l'association. Mais du coup, ça m'a donné de t'écouter là, ça m'a donné l'idée. Je disais qu'on fait des cafés diabète depuis longtemps au sein de l'association, et je pense qu'en 2022, on va faire un café diabète autour de la charge mentale et du burn-out. Je pense pas que on a déjà parlé dans les cafés diabète de conversations un peu difficiles de vivre avec les diabètes. Mais je pense qu'on n'a pas abordé encore ce sujet-là, et je pense que c'est très important de pouvoir aborder et parler du fait que voir un psychologue, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça veut dire que tu cherches à améliorer les choses, tu cherches à aller mieux, et c'est pas une honte de vouloir se sentir bien dans sa vie. Et malheureusement, il y a peu de ressources. Dans les équipes hospitalières, il y a rarement une psychologue au sein de l'équipe diabète, endocrinologie, etc. Et comme le diabéto,
c'est important de trouver la bonne personne pour suivre au niveau de la santé mentale. Et si la personne ne comprend pas le diabète, ça peut être assez frustrant d'expliquer la charge mentale qu'on a au quotidien avec le diabète, que si la personne en face ne comprend pas bien. Parfois, on peut se sentir un petit peu en décalage. Donc, trouver la bonne personne, et ça ne veut pas dire que tout psychologue a besoin de connaître intimement le diabète. Je pense qu'il y en a qui arrivent très, très bien à travailler en dehors de ce sphère, mais à aider à réfléchir à des questions de santé mentale. Mais parfois, il faut trouver la bonne personne, comme trouver le bon diabète. Et c'est vrai que, tu vois, moi, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, la gestion de la charge mentale, c'est quand même toujours un vrai sujet. Alors, il y a la partie techniquement dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode ou comme petites astuces pour la réduire. Et il y a aussi le fait de juste parler, encore plus à quelqu'un qui comprend. Rien que ça, c'est hyper précieux. Rares sont les moments dans lesquels on peut le faire. Et je pense que j'ai l'impression qu'avant d'avoir ouvert cette porte et et de s'être laissé parler sur ce sujet-là, on se rend peut-être pas compte au point où on a accumulé des choses qui peuvent être bonnes à évacuer. Oui, je pense qu'on a tendance dans la vie en général, on n'a pas envie c'est peut-être fort comme mot, mais on n'a pas envie de transférer le fardeau, on a envie de protéger ses proches aussi. Et donc, il y a une forme parfois d'autocensure. Je sais ce que je dois faire, je vis ma vie avec mon diabète, parfois c'est un peu lourd, parfois on se rend même pas compte que ça devient plus lourd qu'avant, juste vis-à-vis de son état de santé mentale, de son esprit, etc. Et donc du coup, on peut donc être dans cette forme d'autocensure autour de soi. Donc, je fais mes trucs, j'en parle pas trop. De temps en temps, j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide, mais souvent pas du tout. Je gère. Mais il y a aussi cette idée si on n'a jamais partagé son histoire, si on n'a jamais été à la rencontre d'autres personnes qui vivent avec, on ne sait pas comment ça va se passer. On a envie, dans un premier temps, parfois d'écouter et de ne pas s'impliquer trop pour connaître un peu les gens autour de moi. Est-ce que c'est quelque chose qui me convient ou pas de parler avec ce groupe ou cette personne? Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup plus, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui sont consommateurs et qui regardent dans les groupes Facebook, sur Instagram, des choses comme ça, ou qui lisent des blogs, ou qui écoutent des podcasts ou autres, qui sont consommateurs d'informations, d'idées. Donc, je pense que c'est déjà un premier pas, mais qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie, pour l'instant, de passer le cap aussi, de contribuer à quelque chose. Et pour moi, c'était sincèrement une des choses qui m'a vraiment aidée, c'était aussi d'être dans le dévoilement de moi-même, et pas pour dire que je mets tout sur la table et vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas de participer activement. Je disais que c'était en 2012, je crois, que je sortais de mon burn-out. Il n'y avait pas beaucoup de communautés en ligne en France encore. J'ai trouvé cette communauté sur Twitter en anglais qui était juste formidable. On faisait des tweet chats toutes les semaines. J'ai pu parler avec plein de personnes et on échangeait sur des idées, etc. Et c'était pas pour dire, je venais pas pour dire j'ai beaucoup de difficultés avec mon diabète en ce moment. Et en plus, je le sentais pas toujours, ces difficultés avec le diabète. Je vérifiais pas mes glycémies. J'avais un HbA1c qui avait monté plus haut que j'aurais voulu, mais ma vie était pas mauvaise. Enfin, j'avais pas cette sensation d'être complètement sous l'eau non plus. Mais juste le fait de participer activement, de raconter des petites parties de mon histoire, de contribuer à des réponses à des questions, de participer activement dans une communauté, ça m'a vraiment aidé à tourner la page, à sortir de ce que j'avais un peu internalisé pendant tous ces mois où je me dis,
je ne peux pas faire ce que je faisais avant au niveau de la gestion du diabète. Et quand je vois plein d'autres personnes qui font plus ou moins bien, qui vont plus ou moins bien dans leur tête aussi. C'était pas parce que j'avais trouvé un groupe de personnes qui étaient parfaites ou qui pouvaient m'apprendre des choses. C'était vraiment juste le fait de parler, de participer à la communauté, d'être engagé dans ces conversations qui m'ont aidée. Voilà donc la première partie de mon échange avec Andrea, duquel je vois 5 choses importantes à retenir. La première, c'est qu'il y a plein de façons de ressentir l'annonce du diagnostic du diabète de type 1, y compris celle d'être soulagé, de se dire qu'on peut enfin mettre un nom sur ce qui nous arrive, qu'on va rester en vie et qu'on va pouvoir se soigner. La deuxième, c'est que partir en échange universitaire à l'autre bout du monde, 6 mois après la survenue d'un diabète de type 1, c'est possible. La troisième, c'est que la façon dont on se forme et on s'informe est cruciale pour nous permettre de bien gérer et en conséquence bien vivre le diabète. Ensuite, vous avez parfaitement le droit de changer de diabéto si le vôtre ne vous correspond pas. Pour finir, le burn-out est bien plus fréquent qu'on ne le pense chez les diabétiques de type 1. On n'est pas des super-héros, on a tous nos failles et on peut tous connaître des moments où tout gérer devient un peu trop difficile. Et quand ça arrive, il est bon de savoir qu'il y a des communautés à l'écoute et hyper bienveillantes sur Internet et au sein de différentes associations. Il y a aussi des personnes dont c'est le métier de vous écouter et de vous aider. Donc ne restez pas seul, il y a plein d'outils et de solutions pour vous aider à sortir la tête de l'eau. C'est donc la fin de la première partie de mon échange avec Andrea. J'espère qu'il vous a plu, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.